Tu ne tueras point la planète. C'est le nouvel ordre mondial. Non plus changer la vie, mais préserver la vie, celle de la planète. Qui pourrait dire non à pareille philosophie? Son évidence est née sur les ruines des idéologies politiques. Devant ce vide, l'écologie s'est imposée. Elle a fait un adepte de taille, l'opinion publique mondiale, l'international, remplacé par le chant des baleines. Désormais, le pouvoir et le pouvoir de l'argent doivent apprendre à composer avec cette idéologie consensuelle. Elle a aujourd'hui des théoriciens, de l'argent et des troupes, les organisations écologistes mondiales. Nulle d'entre elles n'a plus de pouvoir que Greenpeace. Londres. C'est en Grande-Bretagne que se trouve le quartier général de la communication internationale de Greenpeace. La communication a droit à ce bâtiment à part, à l'est de la ville, distinct du siège britannique, car au sein de Greenpeace, la communication, c'est un service à part. C'est sur elle que repose l'influence et la réussite de l'organisation. Ce bureau fournit aux médias en temps réel des dépêches, des photos, des documents sonores et surtout des images, y compris en direct pour la télévision. Londres n'a pas été choisie au hasard. C'est la capitale mondiale des images d'actualité pour la télévision. Les grandes agences sont toutes britanniques. Ce service de Greenpeace est donc ici sur 4 étages, au meilleur endroit pour distribuer ses propres images le plus vite possible. Au cours des 6 ou 7 dernières années, notre budget a grossi de façon très significative. Nous avons dû prendre une décision en conscience. Fallait-il rester à la page des nouvelles technologies de télévision ou bien faire comme beaucoup d'autres organisations, se contenter d'assurer un bureau de presse? Je crois que nous avons pris la bonne décision, suivre l'évolution technologique, mais comme vous le savez, la télévision, cela revient cher. De l'argent, les fondateurs de Greenpeace en avaient peu, mais ils avaient compris l'importance de la communication. Sans les images, pas de résultat. La caméra était déjà là, émotionnelle. La force de Greenpeace, c'est de l'avoir compris il y a 25 ans. Ces campagnes symboliques ont donné sa crédibilité à l'organisation. 73, premier coup médiatique, la France met un terme à ses essais atmosphériques. Ce n'est pas un rapport sur la radioactivité qui alarme l'opinion, ce sont les coups reçus par le militant MacTaggart, arraisonné sur son voilier par la marine française. La route du témoignage télévisuel d'interposition est ouverte. Suivront en 75 le ballet des zodiaques entre harpons japonais, norvégiens et baleines. Là encore, l'émotion de l'opinion publique mondiale fait céder les États. Greenpeace continue de réveiller l'instinct de survie de la planète. 76, ses militants s'interposent pour épargner les bébés phoques. Photos, caméras, résultats. L'importation de fourrure sera interdite en Europe. La raison du plus faible, avec ses zodiacs, Greenpeace fait respecter l'océan aux cargos pollueurs. Son plus gros succès médiatique est bien involontaire, le sabotage par les services secrets français du Rainbow Warrior à Auckland en 1985 fait grimper le capital de sympathie de Greenpeace au plus haut. Les donateurs passent le cap du million, cela change radicalement les possibilités financières de Greenpeace qui peut rentrer cette fois professionnellement dans l'ère de la communication. Il y a maintenant, en termes d'information télévisée mondiale, une demande importante pour des images instantanées. Si vous couvrez un événement et qu'il n'y a pas d'image disponible, la plupart du temps, cet événement ne se retrouvera jamais sur les écrans de télévision. Ce que nous essayons de faire, c'est de fournir aux diffuseurs un service complet, fournir des caméramans. Nos caméramans travaillaient avant pour de grandes chaînes, ils sont maintenant avec nous. Nous ne les employons pas à plein temps, mais nous avons investi dans de nouvelles technologies. Notre technologie numérique par satellite, cela veut dire que nous pouvons rapatrier les images de très loin et très vite et les mettre à la disposition des télévisions où qu'elles soient. Greenpeace réagit sur l'événement comme une agence de presse performante. À un détail près, c'est aussi elle, souvent, qui crée l'événement.
Cet homme fut jusqu'en 1987 l'un des dirigeants de Greenpeace France. Yves Lenoir est un spécialiste du nucléaire, enseignant à l'école des mines de Fontainebleau. Il a quitté Greenpeace en désaccord avec son évolution. Comment est-ce que Greenpeace décide de faire telle ou telle action et pas telle ou telle autre? C'est en fonction des chances de succès de la médiatisation, essentiellement. Les actions peu spectaculaires ou difficiles à médiatiser n'ont pas la priorité. Ce qui ne veut pas dire que les dossiers ne sont pas étudiés, mais l'action ne suit pas forcément. Il y a des dossiers importants qu'ils ne traitent pas du tout. Par exemple? Écoutez, avant l'accident de Tchernobyl, à Greenpeace, on ne s'occupait pas de réacteurs nucléaires. Et là, c'est devenu intéressant de s'en occuper. Vous voulez dire qu'avant Tchernobyl, ils ne savaient pas? Si, mais ils ne faisaient pas d'action contre le développement des réacteurs nucléaires. Ils s'occupaient uniquement des affaires de rejet de déchets nucléaires en mer. Ils ne s'occupaient pas des réacteurs. Le risque d'accident ne faisait pas l'objet d'informations du public via Greenpeace. Mais on savait à Greenpeace qu'il pouvait y avoir des risques d'accident. Bien entendu. Printemps 95, en mer du Nord, la plateforme pétrolière Brent Spar. Brent Spar a fini sa carrière et son propriétaire, l'anglo-néerlandais Shell, a décidé de s'en débarrasser dans les grands fonds de l'océan Atlantique. Selon ses ingénieurs, c'est la solution la plus sûre écologiquement et la moins chère. Shell a l'aval du gouvernement britannique, mais Greenpeace est bien informée, elle a des sympathisants à l'intérieur de la Shell. Pour Greenpeace, Brent Spar contient du pétrole et des éléments toxiques. L'organisation part en croisade, la plateforme est occupée. L'opinion publique se mobilise de façon inespérée en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Pour faire renoncer la Shell, Greenpeace appelle au boycott des produits pétroliers de la compagnie. En Allemagne, où Greenpeace connaît sa plus forte audience au monde, le boycott fait plonger les ventes de la Shell. La compagnie devient l'ennemi public numéro 1. L'un de ses bureaux est même la cible d'un attentat. Shell capitule. Au petit matin du 20 juin, la direction renonce à couler Brent Spar. La plateforme ira à la casse sur la terre ferme. Hambourg. Là, sur le port, se trouve le plus riche des bureaux de Greenpeace. Il contribue pour moitié au budget de la multinationale de l'écologie. En contrepartie, son ancien patron, Thilo Bod, a pris la direction générale de Greenpeace. Lui, c'est Fouad Hamdan, l'un des 3 coordinateurs de l'opération Brent Spar en Allemagne. Ancien journaliste, c'est un professionnel de la communication. On avait sur la Brent Spar une installation électronique pour la transmission d'images vidéo de caméras à travers le satellite direct. Ça veut dire que beaucoup de télévisions européennes ont pu faire des interviews live, directes, avec les gens qui étaient sur la Brent Spar. On a organisé cela de l'Allemagne et nous avons eu un crew, un team spécial qui était sur la Brent Spar pour faire cela. C'était un matériel d'environ presque 2 tonnes de matériel qu'on a transporté du bateau sur la Brent Spar. Donc pour avoir un retour efficace, il faut investir, il faut être à la pointe du matériel, etc. Bien sûr, il faut bien sûr que le message sorte dans le monde. Ça, c'est le plus important. Quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose, quand on fait une action, il faut que le message soit reçu dans le monde. Et pour cela, il faut offrir bien sûr les technologies à point, les toutes nouvelles possibilités aux médias, surtout à la télévision. Parce qu'à travers la télévision, on peut toucher les émotions des gens. Et ce qui a touché Shell, c'est surtout les émotions. L'affaire de Brent Spar, de la plateforme de la Shell, est évidemment un coup purement médiatique, à but interne. C'est pour renflouer les finances de Greenpeace. Toutes les actions de Greenpeace sont automatiquement aussi un petit peu de pub pour Greenpeace. Et c'est pour cela que les gens disent « Ah, ce qu'ils font là, c'est très bien, je veux les supporter, je leur donne de l'argent. » Mais un chercheur britannique contredit l'analyse de Greenpeace dans la revue scientifique Nature. Egham, à 30 km de Londres. Ce château abrite le Royal Holloway College, département scientifique de l'Université de Londres. C'est là qu'enseigne le professeur Nisbets. Ce géologue est l'auteur de l'article publié dans Nature. C'est un spécialiste des fonds marins. Il justifie écologiquement l'immersion de Brent Spar. La communauté scientifique, dans son ensemble, soutenait l'option du sabordage en mer.
Mais le débat est à double tranchant. Il n'y a pas de solution parfaite. Nous pensons que la réponse la moins mauvaise était de faire ce que Shell s'apprêtait à faire. Donc nous pensions en effet qu'il était juste de la saborder dans les profondeurs de l'Atlantique Nord, quelque part, par ici. Maintenant, la Terre n'est pas une poubelle, et la mer non plus. Notre argument était que l'endroit le moins préjudiciable pour l'environnement aurait été les eaux profondes. Il y a de nombreuses épaves dans les profondeurs de l'Atlantique. Le Titanic est un excellent exemple. L'épave a été assez difficile à trouver, si on y repense. Il y a toujours de la vie autour. Comparé au Titanic, la Brent Spar est une petite épave, composée de fer, d'oxyde de fer, d'un peu de cuivre et de zinc, qui sont en fait des éléments dont se nourrit le plancton quand il se diffuse lentement dans l'océan. Il y a aussi quelques kilos de cadmium, et en très petite quantité, cela constitue aussi un élément nutritif pour le plancton. Et donc pour l'écosystème des profondeurs de l'océan, tous ces éléments auraient pu être des éléments nutritifs, lentement, très lentement recyclés dans l'eau. Oui, je connais l'argumentation qui a été publiée dans la revue Nature. Si vous suivez cette argumentation, je pense que la meilleure chose à faire est d'utiliser tous les océans pour jeter nos déchets. Les poissons seraient tellement heureux. Le problème de cette argumentation, c'est que l'immersion en haute mer comporte des risques incontrôlables d'émission de substances toxiques dans l'environnement. En fait, on ne peut pas très bien savoir ce qui se passe, c'est ça le problème. Au contraire, si l'on démantèle correctement à terre, cela permet de prévoir les conséquences. Et c'est aussi pour cela qu'il est interdit de couler des pétroliers vides. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la Brent Spar sinon un tanker vide? Pourquoi est-il interdit de couler un tanker? Le point de vue défendu par ce professeur est donc tout à fait minoritaire. Le jour de cet entretien, Greenpeace présente officiellement ses excuses à la Shell. Son rapport est faux, Brent Spar ne contient ni pétrole ni produits toxiques. Greenpeace s'est trompé dans ses prélèvements. Amsterdam. C'est ici que se trouve le siège de Greenpeace International, c'est ici que se prennent toutes les décisions importantes de l'organisation. Les 32 bureaux nationaux de Greenpeace dans le monde n'agissent pas sans suivre les directives de leur patron Thilo Bod. Ni lui, ni aucune autre instance dirigeante de Greenpeace n'a pourtant de compte à rendre à ceux qui font vivre l'association. À Greenpeace, il n'y a pas d'assemblée générale car il n'y a pas d'adhérents, il n'y a que des donateurs. 3 millions en 1994, leur nombre est en baisse. En 1994, Greenpeace était déficitaire, mais l'organisation n'est pas pauvre, elle a des réserves considérables, 70 millions de dollars. Greenpeace est géré selon des règles de management qui l'éloignent du monde associatif. Greenpeace fonctionne-t-elle comme une entreprise? Oui. Est-ce que c'est bon pour une association? Oui, je pense que oui. Pourquoi? Parce que si vous fonctionnez comme une association, comme un parti ou comme une autre grande organisation, vous avez un processus de décision très long et fastidieux. Le nôtre est déjà suffisamment long. Alors je suis plutôt satisfait que nous fonctionnions en interne comme une entreprise privée. Nous ne sommes pas une entreprise, mais nous travaillons comme une entreprise. Je pense que c'est très bon. C'était en 1993. Dans ce document, la télévision danoise présentait un homme clé du système Greenpeace, Frans Cotte, comptable, puis chef du personnel de Greenpeace Hollande de 91 à 93. Frans Cotte était au cœur du fonctionnement de l'organisation. Il a été licencié officiellement pour incompatibilité d'humeur. Dans un grand hebdomadaire hollandais, la Neue Review, il avait dénoncé la logique d'entreprise de Greenpeace. Il lui reprochait de ne pas affecter plus d'argent aux campagnes et de laisser fructifier sur des comptes ses réserves financières. Il dénonçait aussi l'organisation de Greenpeace avec son réseau d'associations suffisamment complexe pour brouiller l'image de l'association écologique. Frans Cotte évoquait l'une d'entre elles, Ecological Challenge. Sur son compte se trouveraient 10 millions de dollars. Nous avons voulu le rencontrer à Amsterdam.